Selon Wikipédia, le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche. C'est un processus actif dans lequel l'individu peut sembler souffrir d'un état dépressif plus ou moins intense, mais durant lequel un cheminement intérieur se fait. Malheureusement, on finit tous par passer par là un jour. C'est une douleur universelle, bien que chacun réagisse différemment. Et alors que le cinéma a rapidement su dépeindre le deuil dans plusieurs de ses films, le jeu vidéo, lui, a eu un peu plus de mal, la thématique du deuil étant jugée trop introspective pour un média souvent associé au divertissement. Et pourtant, ces dernières années, le monde du jeu vidéo a vu naître des œuvres qui traitent partiellement du sujet, voire même qui ancrent directement leur scénario dans le thème du deuil et de ses conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par exemple, le jeu Gris de Nomada Studio s'inspire du modèle de Elizabeth Kubler-Ross, une psychiatre ayant établi les 5 étapes du deuil et qui sont représentées dans le jeu par des couleurs. On retrouve alors le déni en noir et blanc, la colère en rouge, le marchandage en vert, la dépression en bleu et l'acceptation en jaune. C'est subtil, mais incroyablement efficace. Et c'est aussi ce fil rouge qui va nous permettre de comprendre ce qu'un autre jeu, plus brutal, plus sombre, tente lui aussi de mettre en scène, mais sous un angle bien différent. Un jeu unique, au gameplay minimaliste, et qui, bien que réalisé par une petite équipe indépendante, viendra concurrencer les plus grands éditeurs de jeux vidéo de la planète sur leur propre terrain. Ce jeu, c'est Hellblade. You ran from it but brought it nearer, led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandon him to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. À première vue, Hellblade ressemble à un jeu d'action-aventure classique, bien que quelque peu linéaire. On y incarne Senua, une jeune guerrière celte marquée par la perte de son amant Dillion, donnée en sacrifice aux dieux vikings. Elle entreprend alors de descendre à Helheim, le royaume des morts dans la mythologie nordique, pour tenter de libérer son âme, retenue prisonnière par Hela, la déesse des défunts. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que malgré les nombreux affrontements face à l'armée de Hela, il ne s'agit pas ici d'une vengeance comme l'auraient fait la plupart des jeux de ce type, mais d'un sauvetage, Hela ne faisant office que de geôlière et n'ayant aucun lien direct avec la mort de Dillion. Et ce renversement est très important car il donne tout de suite un autre ton à l'histoire qu'on tente de nous raconter. Dans son voyage pour sauver celui qu'elle aime, Senua se retrouva confrontée à bon nombre d'obstacles, en commençant par les runes, utilisées ici pour sceller les portes, et que la guerrière devra retrouver dans le décor à de nombreuses reprises. Et dites-vous que cette mécanique n'est que le début de la multitude d'énigmes que le jeu met en place pour vous freiner, bien qu'à la fin, elle vous mène face à votre objectif. Côté combat, Hela vous opposera une véritable armée d'ennemis, mi-hommes, mi-démons, coiffés de ronces et d'ossements d'animaux, et faisant au minimum une tête de plus que Senua. Durant son parcours, elle affrontera même des dieux, Surt et Valvran, respectivement les dieux du feu et de l'illusion, et faisant office de protecteurs de la porte de Helheim. Et arrivée aux portes de la chambre de Hela, elle confrontera une créature légendaire de la mythologie nordique, Garm, véritable chien de garde de la déesse. Et bien que la terre des défunts ait en quelque sorte accepté votre présence, elle vous a également maudite, et c'est représenté ici par la pourriture noire sur le bras droit de la jeune femme, et qui grandit à chacune de ses morts. Si celle-ci atteint la tête de Senua, sa mort est définitive et votre sauvegarde se verra supprimée. Il ne vous reste plus qu'à tout recommencer. Personnellement, il y a 2 éléments qui vont commencer à me faire sérieusement remettre en question le véritable sujet du jeu. Le premier, c'est les flashbacks. Ils parsèment le parcours de la jeune femme et nous permettent de découvrir les événements tragiques qui l'ont conduite à entreprendre ce voyage, notamment son enfance, une période sombre durant laquelle sa mère a été assassinée, mise au bûcher par le père de Senua, la suspectant d'être maudite par les dieux. Et pour le coup, on a l'habitude dans le jeu vidéo des personnages au passé sombre,
Autant là, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que Senua a l'air impactée par ce qui nous est montré durant les flashbacks, comme si elle revivait en direct les traumatismes de son passé. Et la deuxième chose, et là pour le coup ça a mis la puce à l'oreille de beaucoup de joueurs, c'est les furies. C'est un système de voix interne qui, en plus de remplacer l'interface en vous indiquant le chemin à suivre et en vous aidant durant les phases de combat, se permettent de commenter la moindre de vos actions. Elles sont omniprésentes, chuchotant à vos oreilles en permanence. Use your eyes. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look, Senua. D'ailleurs, pour rendre cet effet crédible, le studio a enregistré ses acteurs avec un micro binaural qui simule l'ouïe humaine, et c'est assez fou à expérimenter quand on joue avec un casque. Dans Hellblade, le joueur vit en temps réel ce que vit Senua, une solitude absolue, peuplée de murmures. Très tôt, ces deux éléments vont déclencher chez moi une nouvelle question. S'ils ne sont pas là pour l'immersion ni pour le gameplay, mais qu'ils sont une représentation de l'état mental de Senua, alors peut-être que ce voyage vers Helheim n'a rien de réel. À ce stade, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà compris ce qui fait de Hellblade un jeu unique. Absolument tous les éléments qui nous sont montrés durant les 5 heures qu'il faut pour le terminer sont faux. Du moins, ce voyage n'est réel que pour une seule personne, Senua elle-même. Elle est atteinte de troubles psychotiques particulièrement sévères qui provoquent chez elle des hallucinations auditives et visuelles violentes et qui altèrent sa perception de la réalité. Ce que nous propose en réalité Hellblade, c'est d'expérimenter le deuil à travers le prisme d'un esprit malade qui perd complètement pied face à une épreuve qui lui semble insurmontable. On dit de la psychose que c'est une maladie qui s'alimente des peurs et des traumatismes de la personne atteinte. Et dans le cas de Senua, malheureusement sa vie en est remplie, ce qui, naturellement, nourrit la crise que le joueur expérimente à travers le jeu, bien que celle-ci soit déclenchée par la découverte du corps de Dillion, suspendu entre deux poteaux, au milieu de son village en feu. De sa dépouille, Senua ne gardera que sa tête, considérée comme le vaisseau de l'âme dans les croyances vikings, une manière pour la guerrière de garder son bien-aimé auprès d'elle. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la méthode d'exécution dépeinte dans le jeu appelée le sacrifice de l'aigle de sang était réellement employée par les vikings qui la réservaient aux chefs de clan ennemis en guise d'offrande pour leur dieu. Je vous passerai les détails, mais ça témoigne tout de même du travail de recherche documentaire effectué par le studio pour rendre leur œuvre crédible. C'est cet événement qui déclenchera la descente en enfer de Senua, ce moment d'effondrement où son esprit déjà fragilisé finit par complètement basculer dans les ténèbres. Almost look at from the outside in Yeah. was a cathartic experience, and they used the game as a way to explain to their loved ones, partners, to get at least. Je vous présente Tamem Antoniades. Il est cofondateur de Ninja Theory, mais surtout scénariste, chef de projet et directeur créatif sur le jeu Hellblade premier du nom. Il explique qu'à la base, il voulait créer un jeu d'action-aventure classique où les monstres de la mythologie nordique prennent vie dans notre réalité, avant d'imaginer que ceux-ci puissent être créés par l'esprit malade de son personnage principal. À partir de là, tout le projet fut construit autour de cette idée. Dans un premier temps, Tamem dut remettre en question sa propre connaissance du sujet et avouera même associer comme beaucoup la psychose à la psychopathie et à la démence. Un amalgame qui traduit en réalité une méconnaissance générale que l'on a de cette maladie. Pour avancer dans la bonne direction, ils feront appel à Paul Fletcher, professeur de neurosciences et surtout psychiatre à l'université de Cambridge. Pendant tout le développement, il guidera la petite équipe, les aidant à comprendre non seulement les symptômes, mais également la manière dont ils façonnent la perception du monde. Ils feront également la rencontre de personnes directement touchées par la maladie, une aide plus que précieuse pour le studio, s'inspirant librement de leurs témoignages pour les intégrer directement aux mécaniques et au gameplay du jeu. Par exemple, durant leurs échanges, ils entendront parler d'une jeune fille vivant avec une voix colérique, lui criant dessus et tapant sur les murs à toute heure de la journée, et dans le jeu, ce témoignage prend la forme de l'ombre, une voix grave, sombre, presque démoniaque, incarnation de la culpabilité de Senua. She has nothing to fear in her.
The gods have saved your mother. D'ailleurs, sous ses traits, l'ombre porte la voix même de son père, un homme de foi abusif et manipulateur, véritable traumatisme d'enfance de la guerrière. Ce travail de symbolique et de détail, l'équipe de Ninja Theory va s'efforcer de l'appliquer à chaque aspect de leur œuvre. En résulte un jeu à contre-courant de l'industrie, un mélange rare d'art interactif et de documentaire expérimental sur la psychose, une œuvre humaine et nécessaire, désormais considérée comme l'une des représentations les plus convaincantes de ces troubles. Un jeu développé par une petite équipe d'à peine 20 personnes, sans l'appui financier de grands éditeurs et qui partait donc avec toutes les contraintes d'un projet indépendant, mais avec les ambitions d'un AAA. Un jeu qui, avec toutes ses qualités, ira bien plus loin que les espérances de ses créateurs. Well, hello, and welcome wherever you are in the world to the British Academy Games Awards in 2018. Coming to you live from the distinctly Art Deco treasure, that's the Troxy in London. Nous voici un an après la sortie de Hellblade, et ce jeudi 12 avril 2018 a lieu comme chaque année les BAFTA Game Awards. C'est une cérémonie très importante pour le monde du jeu vidéo où se rassemblent les plus grands noms de l'industrie. Cette année-là, on retrouve entre autres parmi les nominés Assassin's Creed Origins, Destiny 2, Horizon Zero Dawn et surtout Zelda Breath of the Wild. C'est des noms qu'on connaît tous, même encore aujourd'hui. Et 2018, c'est également une édition un peu particulière car elle introduit une nouvelle catégorie, les Game Beyond Entertainment, qui récompense les jeux avec un impact social ou éducatif fort. Évidemment que Hellblade a été nominé dans cette catégorie. Mais pas que. Le jeu va dominer la cérémonie avec pas moins de 9 nominations, dont celle du meilleur jeu de l'année. Imaginable quand on s'appelle Naughty Dog ou Valve, inespéré pour Ninja Theory. Et pourtant, alors que les récompenses sont décernées, au milieu des grands noms, Hellblade brille avec 5 récompenses, dont celle de la meilleure performance pour Melina Huygens et son interprétation de Senua. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle était à l'origine la monteuse vidéo du studio, servant à l'occasion de modèle pour le calibrage des outils de motion capture, et finira par interpréter et surtout donner son visage au personnage principal imaginé par Tamem 5 ans plus tôt. Alors, certes, Hellblade ne sera pas élu meilleur jeu de l'année 2018, mais aura au moins eu le mérite de faire trembler les géants de l'industrie. Et j'aimerais faire un aparté qui me semble nécessaire. Il y a une certaine forme de fierté à voir un studio indépendant comme Ninja Theory s'attaquer à un sujet aussi délicat et surtout le faire avec autant de justesse. Je trouve personnellement que c'est une prise de risque artistique et humaine qui force le respect. On peut juste regretter que ce type de projet ne vienne pas plus souvent de grands éditeurs, pourtant assis sur des budgets colossaux, mais qui privilégient la sécurité de licences déjà établies, qui n'osent plus évoluer depuis 10 ans. Hellblade prouve pourtant qu'il existe un public pour des œuvres plus audacieuses et ouvre la voie à une nouvelle forme de narration vidéoludique, plus intime, plus sensorielle, et surtout capable de traiter des sujets qu'on pensait inadaptés au divertissement. Et on en revient finalement au cœur du sujet. Au-delà des traumatismes et de la maladie, Hellblade parle d'une chose qui nous concerne tous, le deuil. Pour ceux qui préféreraient découvrir le jeu par eux-mêmes, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant, car il est l'heure d'aborder sa conclusion. Après avoir affronté ses peurs les plus profondes, Senua arrive enfin aux portes de la chambre de Hela. À l'intérieur, la déesse déchaîne son armée, et la guerrière, éprouvée par un voyage déjà beaucoup trop long, finit par échouer.
À genoux, serrant la tête de son bien-aimé entre ses mains, elle tente de négocier. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. Mais Ella est imperturbable. Vous l'aurez compris, Hellblade est une métaphore géante du deuil, et tout au long de son parcours, Senua en affronte les différentes étapes. Surt, le dieu du feu, représente la colère et la culpabilité. Valvran, le dieu de l'illusion, lui, représente le déni, là où Garm est le symbole de la peur et de la dépression. Quant à Ella, elle représente la dernière étape, elle représente l'acceptation. On observe alors la mort symbolique d'une Senua encore prisonnière de ce deuil et qui refuse d'accepter. Dillion est mort et rien ne pourra le ramener. La seule chose qui reste à faire, c'est de lâcher prise. Pour être honnête, j'ai galéré à écrire cette conclusion, car Hellblade s'exprime déjà très bien par lui-même. Et pourtant, je vois déjà ses détracteurs en commentaire, l'ayant trouvé trop lent et pas assez amusant, et en même temps, je crois ne pas me tromper en affirmant qu'il n'a jamais été question que Hellblade soit un jeu fun. Avec lui, Ninja Theory promet à ses joueurs qu'un jeu peut être bien plus qu'une simple source de divertissement, qu'il peut également être porteur d'un message d'intérêt général. C'est une œuvre qui offre une voix à des gens réellement mis de côté et qui livre tous les jours de véritables batailles internes et prouve que le rejet n'est pas la solution. Nous n'avons peur de l'inconnu que si nous ne cherchons pas à le comprendre. Enfin, au-delà de son message, Hellblade nous enseigne une chose. Ne sabotez pas vos propres projets, aussi audacieux et ambitieux soient-ils, sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans une case. Et peut-être qu'un jour, c'est cette singularité qui fera votre renommée, comme elle a fait la renommée de Hellblade. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à ma chaîne et à ma première vidéo sortie sur YouTube en avril dernier sur le jeu The Long Dark et qui à l'heure actuelle est en train d'atteindre les 230 000 vues. C'est absolument incroyable comme chiffre, je ne pouvais pas m'attendre à faire autant, pour être tout à fait honnête. La chaîne est également en train d'atteindre, a atteint, il y a quelques jours, les 5000 abonnés. Ça aussi, c'est tout à fait inattendu. Ça ne peut que m'encourager à continuer de créer des vidéos sur YouTube. Désolé également que celle-ci ait mis autant de temps à sortir. Hellblade, c'est un jeu qui parle quand même de sujets assez sensibles. Le deuil et la santé mentale notamment. Je ne peux pas dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi concernant ces sujets-là. Si vous souhaitez vous renseigner davantage, il faut savoir que chaque année, depuis 1992, est organisée la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, donc de chaque année. Ça permet de sensibiliser, de mettre en lumière les différents troubles et leur prévalence, ainsi que leurs impacts sur la vie, que ce soit sociale, professionnelle ou personnelle, des personnes directement touchées. Ça permet également de lutter contre la stigmatisation qu'ils pourraient subir et d'encourager l'accès aux soins, quelle que soit la situation économique, sociale ou géographique de la personne concernée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne peux que vous encourager à la liker, à la partager si vous en avez l'occasion et à la commenter. J'adore lire vos commentaires, c'est incroyable d'avoir vos retours sur mon travail. Je peux également vous inviter à rejoindre notre serveur Discord, également sur Twitch, qui est peut-être le meilleur moyen de me trouver sur Internet, au moins une fois par semaine, en sachant en plus que sur le mois d'octobre, comme c'est le mois d'Halloween, j'organise les soirées d'horreur tous les dimanches soirs. On regarde des films d'horreur ensemble
Et j'aimerais aussi cette année mettre en place quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de lire vos histoires d'horreur en live sur internet. Vous avez une adresse mail qui s'affiche ici et qui est en description, un peu à la manière d'un flip and go slip de Magla. Donc je vous invite à m'envoyer vos histoires d'horreur, que ce soit du paranormal, que ce soit des rencontres flippantes. Le but c'est de se faire peur, pas que ce soit forcément vrai à 100%. On n'est pas là pour débunk la chose, on est juste là pour passer un bon moment et pour se faire flipper tous ensemble sur le mois d'octobre. Voilà. J'espère qu'on se revoit bientôt sur YouTube, sur Twitch ou sur Discord. À la prochaine.